mesdemoiselles et messieurs, bonsoir ou bonjour. Une fois de plus, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous regardez. Nous sommes déjà dans la fête de l'indépendance, la République démocratique du Congo. Comme on dit, indépendance tcha-tcha, nous l'avons gagnée, nous l'avons réussi. Alors, pour bien fêter le 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays, la République démocratique du Congo, nous avions décidé de parler avec vous sur quel thème? Mémoire de Kisangani Singa Mwambe. On l'a toujours dit, une ville martyre. Qu'est-ce qui fait que Kisangani soit une ville martyre? Je ne saurais pas vous expliquer parce que même pendant l'indépendance, je n'étais pas là. Mais nous avions invité une personne très spéciale pour vous. Pendant l'indépendance, il avait déjà 24 ans. Et aujourd'hui, c'est qui cette personne? Il s'appelle Kanga Njaki Léon Albéric, né à Kisangani le 21 décembre 1936. Dans 6 mois, il totalise 89 ans. Il a étudié à l'école primaire et secondaire chez les frères maristes installés à l'époque, là où il y a l'actuel centre Simama. Il s'est spécialisé en secrétariat administratif. Ensuite, il a fait l'Université nationale du Zaïre, aujourd'hui Unikis. Il fit les jeunes administrateurs du territoire de Bafouassende. Après ses études, il s'est livré à divers emplois et il va nous expliquer tout au long de cette émission. Il y a tellement de belles choses que nous allons découvrir ensemble avec notre papa, le vieux sage, Albéric Kanga. Papa Albéric Kanga, bonsoir. Je vous salue, je suis très rassuré de vous attendre et de vous recevoir chez moi. J'étais béni pourquoi? Parce que mon grand-père a vu le tout blanc installé ici. Parce qu'à ce moment-là, il avait 30 ans. Il était né en 1857. Alors que Stalin était arrivé, le tout premier voyage en 1883. Mon grand-père était déjà adulte à ce moment-là. Et mon père, né ici, dans cette même île que vous appelez île de Kisangani, est né en 1902. Et moi-même, comme vous avez dit, je suis né en 1936. Mon grand-père né ici en 1853, 1957, mon père en 1902, moi-même. Vous voyez que nous sommes les natifs de la ville de Kisangani. Alors, avec vous, nous allons parler de la mémoire de Kisangani. Parce que vous êtes mieux placé pour nous expliquer à long et à large vraiment sur ces sujets. Ma toute première question est de savoir quels sont les éléments marquants de cette ville pour qu'elle soit appelée aujourd'hui ville martyre, Boyoma Singa Mwambe. Quels sont les éléments historiques qui marquent l'existence de cette ville? Je vous dis que pour que Kisangani soit appelé martyr, il y a des causes principales. Lorsque nous avons accédé à l'indépendance, il y avait des partis politiques. Et si ma mémoire est bonne, il y avait 54 partis politiques. 54 partis politiques à la cession du pays à l'indépendance. Et les partis politiques qui étaient implantés presque dans les 6 provinces du Congo à ce moment. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que 6. 6 provinces. Alors, Lumumba a vu clair plus que les autres leaders politiques. Parce que les autres leaders politiques étaient cantonnés seulement chez eux. Le parti MNC Lumumba, il avait un parti implanté, son parti dans toutes les 6 provinces. Et alors, lorsque lui n'est pas natif de Kisangani, mais il était venu s'installer à Kisangani. Donc Lumumba habitait ici. Lumumba habitait Kisangani. Il m'avait reçu après son retour de la conférence panafricaine qui était tenue à Accra, au Ghana. J'avais été reçu par Lumumba dans sa maison. Il était entouré de Frina, le premier gouverneur ici, de Kassongo qui était le tout premier président de l'Assemblée nationale, le Mazikala, et de son secrétaire Saloum Bernard qui était devenu premier bourgmestre de cette ville. Ok. Oui. Le premier bourgmestre de la ville de Kisangani, c'était Saloum Bernard. Saloum Bernard. Okay. Alors, c'est pour que la ville de Kisangani soit appelée ville martyre, oui. Je vous dis que, parce que tous les événements qui passent partout, ça se termine toujours à Kisangani. Il y avait la sécession. Séparation entre, après la mort, le 17 janvier
1961, la mort de Lumumba, le gouvernement de Lumumba s'est déménagé, s'est déplacé de Kinshasa pour venir s'installer à Kisangani. Avec comme chef du gouvernement Gizenga. Et il s'était implanté ici, il y a Bloc Voyagistes. Il y a un grec qui avait érigé des maisons en étage ici dans la commune de Makiso. Et c'est là où s'était installé le gouvernement Lumumba, qui était reconnu par l'Europe de l'Est, c'est-à-dire l'URSS ainsi que les autres pays qui étaient rattachés à l'URSS. Vous voyez? Oui. Alors, tous les événements qui se passaient au Congo, ça s'est terminé toujours ici. La séparation d'abord entre Kinshasa et Kisangani, ça a causé des problèmes. Parce que toutes les banques, les institutions du pays se trouvaient à Kinshasa. Et comme Gizenga était venu s'installer ici, il était un peu dépourvu de beaucoup de choses. Parce qu'il n'y avait pas une banque centrale ici, là où on émettait les billets des banques, on pouvait distribuer ça, alors Gizenga était un peu bloqué. Heureusement, avec la politique des Blancs, ils ont montré à Gizenga que voilà, vous avez toutes les possibilités de diriger votre gouvernement à partir de la ville de Kisangani. Alors, Papa Albéric, est-ce que l'indépendance de la République démocratique du Congo a de l'impact sur la ville de Kisangani? Je vous dis qu'à ma connaissance, j'ai œuvré à côté des Belges. Oui. J'étais commis territorial. Et dans chaque territoire, il y avait des administrateurs du territoire belge. Et comme j'étais attaché auprès du commissaire de district assistant M. Harry Kiezel, qui était luxembourgeois, il me disait chaque fois que dans le monde entier, le pays qui a une administration forte, c'est le premier pays, c'est Israël. Le deuxième pays, c'est la France. Le troisième pays, c'est la Belgique. Okay. Je vous dis que au moment où nous étions sous la colonisation belge, vous ne pouviez pas venir au travail après l'heure indiquée. Le respect de l'heure indiquée. Le respect de l'heure indiquée. À 6 heures, dans chaque territoire, 6 heures du matin, il y avait le salut au drapeau. Et tout le monde devait être là. Actuellement, il y a changement de tout. Donc le changement, c'est sur le plan négatif. Durant l'administration belge, on ne connaissait aucun retard de paiement, bien que les salaires étaient minimes. Et ces salaires, un comité territorial que j'étais, il y avait 2500 Congolais. Oh, mais ça avait de la valeur à l'époque. Ça avait de la valeur à l'époque. Parce qu'avec 2500, j'étais à Bunia, je pouvais manger pour tout un mois 500 francs. On économisait par la force. Les Belges, avec l'argent, devaient passer par la banque. Et vous ne pouviez pas retirer tout votre salaire. Vous étiez obligé, chaque commis était obligé de retirer seulement ce qu'il doit utiliser pour la bouffe. Mais le reste était une économie forcée. Donc, Papa Albéric, si je vous suis bien, les changements est sur le plan négatif. Les choses ne marchent pas bien et le gouvernement congolais est contribuable. Je vous dis que j'ai œuvré pendant les 32 années de Mobutu, dans le gouvernement, dans le ministère. Qui à l'époque? Je vous dis qu'après avoir quitté à la mort de Lumumba, il a été remplacé par Cyril Adoula. Et Cyril Adoula, pour implanter son parti, les Radeco, dans tous les territoires, il devait se débarrasser des administrateurs placés par Lumumba. Lorsqu'il y a eu la mort de Lumumba, il avait chassé aux Blancs, surtout ceux qui étaient à l'intérieur. Et les gens de la ville de Kisangani ont contribué à cette chasse aux Blancs. Je vous dis qu'à ce moment-là, moi, j'étais à l'intérieur. Chasse aux Blancs, j'ai eu pitié d'abord des prêtres qui étaient là avec moi. Je les ai déplacés de là à Boumil où j'étais pour aller les cacher à 5 km à Bavazio, là où il y avait un gîte. Et aussi, d'autres Blancs, je les avais placés là-bas. Une fois, si on a quitté l'administration
des territoires pendant la mort de Lumumba. Alors, certains Européens, surtout M. Autric et Georges, qui était directeur général de la Belgica, il y avait une cerviserie ici, là où il y a IAT, il y a des grands bâtiments jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et cette cerviserie, donc, recevait des padis de tous les territoires, même les territoires. Aujourd'hui, nous avons quelque chose, nous avons Kindo. Kindo était un district de chef de la province orientale. Et les riz venaient de là, oui, dans tous les territoires. Et alors, à ce moment-là, M. Autric et Georges, compte tenu de ce que j'avais protégé, et les prêtres et certains blancs, il a tenu compte de cela et il m'appellera pour me dire que voilà, je vous engage à la brasserie Stanor. Vous serez responsable des services commerciaux. Wow! Ah, mesdames et messieurs, si vous avez aimé ou bien si vous continuez à nous regarder, il faut bénir l'Éternel parce qu'il nous a donné cette sagesse à ce jour. Alors, Papa Albéric Kanga, 65 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo, est-ce que la ville de Kisangani garde toujours sa place de troisième ville de la RDC? Sans embâche, je vous dis sincèrement que non. La province orientale ne garde plus sa troisième place, qui était le troisième pôle économique. Hein? D'abord, à cause de la balkanisation. Sur le plan politique? Sur le plan politique, nous avons des professeurs d'université, mais nous n'avons pas, la province orientale, un leader. On a un problème de leader. Des leaders. On avait un problème de leader qui était chef d'un parti politique qui est reconnu dans d'autres provinces. Actuellement, vous voyez, sans vous le cacher, sans embâche, ou bien nous avons toutes les forces, nous avons les hommes capables, mais qui n'ont pas voulu monter le parti politique, qu'il soit connu un peu dans tous les pays. C'est ce qui a fait un peu défaut que nous ne puissions pas émerger comme les autres. Nous dépendions, nous avions des grands intellectuels, mais qui étaient là, hein, toujours derrière le chef des partis politiques. C'est la raison pour laquelle nous avons un peu reculé. Et sur le plan social, le vécu de la population? Le vécu de la population, nous avions beaucoup d'entreprises dans notre pays, dans notre province. Okay. Nous avions la Soteski, la Sorgerie, le BAT. Nous avions beaucoup d'entreprises. On ne pouvait pas. Vous quittez une entreprise. Moi, j'ai travaillé à chose après à la caisse d'épargne. Quitter la caisse d'épargne le matin. Le soir, j'étais déjà engagé comme secrétaire de direction à la BCB, à la Banque belge du Congo. Vraiment? Auprès du directeur M. Delvoye. Vous voyez qu'on cherchait les gens. Actuellement, il y a les cas de... sont en recherche de l'emploi. De l'emploi. Actuellement, nous regrettons, nous avons nos enfants qui font maintenant le Toleka, qui font les taxis moto à cause des manques de choses d'entreprise. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises maintenant qui devaient embaucher ces gens. Et si on pourrait attribuer la faute, à qui la faute? Ce sont aux jeunes qui ne savent plus créer, ou bien c'est la République, c'est l'État congolais qui ne sait plus promouvoir sa jeunesse? Je vous dis, j'ai œuvré, je vous avais dit ici, j'ai œuvré dans 6 cabinets ministériels. J'ai œuvré 3 fois à la primature. Primature, c'est-à-dire cabinet de Premier ministre. J'étais responsable du secrétariat administratif à la section politique et administrative juridique et au cabinet du Premier ministre Samba Pidabaki. J'étais aussi secrétaire, chef de division au cabinet du Premier ministre Kengo à la section économique et financière et monétaire. Je vous dis que
Si nous manquons aujourd'hui des entreprises, c'était à partir de la zaïranisation. Tout est parti de là. À partir de la zaïranisation, quelqu'un qui avait monté son entreprise depuis 1800, et puis lorsque Mobutu avait zaïranisé le tout, on ravit une entreprise qui appartenait donc à ces Grecs, à ces Portugais, et on donne à quelqu'un qui n'est pas, Qui ne maîtrise pas. Qui ne maîtrise pas ces domaines. Il est là pour détruire. Vous voyez que nous avons un peu rechuté. Je vous dis, l'université ici, l'université que vous voyez, les étudiants ne faisaient pas la route à pied. Toutes les communes chaque commune avait 2-3 bus pour ramasser les étudiants qui n'étaient pas logés au campus, soit à l'Université libre du Congo, soit à l'INASA. Il y avait des bus qui sillonnaient toutes les artères de la ville de Kisangani pour amener les étudiants. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Actuellement, Papa Albéric, quel est le vrai problème de la RDC? Est-ce que c'est au niveau des créations, des emplois ou au niveau de la maintenance? C'est la politique. C'est la politique. La politique. Nous avons déjà les politiciens actuels, quelqu'un au nom de ministre qui n'a pas une maison, qui doit chercher d'abord à avoir une maison. À se marier, à se stabiliser. Il peut avoir une femme, mais il n'avait pas une maison. Il doit d'abord chercher à avoir une maison. Et avoir une maison, c'est recourir à quoi? Même au fond, destiné à la réfection des routes, il avait la liberté de mettre la main dessus. Vous voyez, c'est ce qui fait un peu qu'il y a certains détournements par-ci, par-là, des deniers publics. Les gens, quelqu'un qui est nommé gouverneur aujourd'hui, qui n'avait pas une maison, il doit chercher à avoir une maison. Qui n'avait pas de véhicule, il doit avoir des véhicules. Oui, j'ai dit que la situation que nous connaissons aujourd'hui, je n'ai pas peur de dire ça ouvertement, c'est les politiques. Si on vous demandait de donner un conseil comme notre vieux sage aux autorités de cette ville, au gouverneur, au président de l'Assemblée provinciale, aux administratifs, quels seraient les conseils que vous leur donnerez pour que la ville puisse émerger? Je vous dis que nous ne manquons pas de tête. Oui. À la tête de l'Assemblée provinciale, il n'y a que des cadres d'université qui sont là. À la tête de chaque gouverneur ou gouvernorat provincial, presque tous les ministres sont des cadres de l'université. Papa Albéric Kanga, j'aimerais que vous puissiez nous relater un peu les différentes histoires qui cachent les différents sites historiques qui sont dans la ville de Kisangani. On va commencer. Je vous amène avec moi au rond-point d'Ikano. Quelle est cette belle histoire qui cache les ronds-points d'Ikano? Comment c'est parti? Comment seulement on a nommé d'Ikano? C'était quoi l'histoire? Je vous dis que les ronds-points d'Ikano ne s'appelaient pas à l'époque belge rond-point d'Ikano. C'est une appellation qui est venue après. C'était l'endroit où il y avait une grande entreprise, Vice Congo, qui s'occupait des transports de tout le monde. Quitter Kisangani, vous allez à Bunia, avec des bus Vice Congo. Et à diagonale de Vice Congo, il y a la caisse d'épargne. Et cette caisse d'épargne, j'ai œuvré dans cette caisse d'épargne. Vraiment? J'ai travaillé comme secrétaire dans cette caisse d'épargne. Et après avoir travaillé quelques mois dans la caisse d'épargne, j'ai été maintenant affecté au service d'épargne scolaire. C'est-à-dire sillonné dans toutes les écoles, dans toutes les entreprises éparpillées à l'intérieur de la province. Aller à Isangi, Bouchira Lomame, aller à Opala, là où il y a beaucoup de caoutchouc, aller à Ubundu, à ce moment s'appelait Pontieville, pour aller
fait l'épargne aux travailleurs qui étaient à la compagnie des chemins de fer. J'étais là. Et je vous dis que cette place, on a baptisé place du Canon. Vous savez que nos vieux papas, à la première guerre mondiale, 14 et 18, il y avait les soldats congolais qui ont participé. Donc on avait une armée forte. Une armée forte. À la Deuxième Guerre mondiale, de 40 à 45, les Belges ont recruté des Congolais à la force publique. Et ils ont fait un travail remarquable. Et à ce moment-là, vous voyez maintenant la place qu'on appelle la Fourchette. Oui. Là où il y a... Il y a aussi un site érigé là-bas. Oui, oui. Alors, vous voyez, il y a des canons. Il y a des canons, il y a toutes sortes d'armes qui sont montrent comment est-ce que nos papas, nos vieux pères étaient allés à l'armée, à la force publique, et ils ont fait de leurs forces remarquables et ils ont rapporté de victoire à victoire. Donc le message qui cache ces ronds-points ou canons et encore la fourchette, ces deux sites-là, c'est pour dire que c'est la réussite de la bataille congolaise. Pendant les 2 premières guerres mondiales. Ok. Je vous amène encore avec moi. Cette fois-ci, nous nous rendons au niveau de la place qu'on appelle Source Stanley. C'est quoi l'histoire de cette source? Vous savez, avant que Stanley arrive ici, il y avait d'abord les esclavagistes, les commerçants arabes. Okay. À leur tête, il y avait un certain Tipo, un arabe noir, venant de Tanzanie. Hein? Alors, lorsque Tipo est arrivé ici, il s'est installé à la rive gauche, à la commune Lubunga. Et lorsqu'il était là, il devait se rendre aussi en Arabie Saoudite, au pèlerinage. Il avait laissé son neveu, Rachid bin Mohamed. Et à ce moment, Staline avait monté le fleuve Congo pour venir s'installer à Kisangani. Et Staline n'était pas installé n'importe où. Il était installé dans le quartier que vous trouvez aujourd'hui. Ah bon? Donc il a habité la commune de Kisangani. Wow. Vous voyez? Alors, il avait ses hommes. Toi, tu l'as vu? Il avait ses hommes à lui. Il avait d'autres nationalités. Il y a, vous allez aujourd'hui à la SEDEC, ici à côté du fleuve, à la SEDEC, il y a un petit monument là, il y a un Norvégien qui était noyé, et puis on a érigé un monument là pour ces Norvégiens ou bien un autre, je ne connais pas exactement la nationalité, ça se trouve là. Et Staline était arrivé ici à Kisangani. Et il n'a pas habité n'importe où. Il a habité dans le quartier que vous trouvez aujourd'hui. Oui. Il avait son camp. Et son bureau administratif était à quelques 30 mètres de ma maison ici. Là où on a installé. Donc, là où il y a la commune, le bureau des quartiers? Non, le bureau des quartiers, c'est ce côté ici. Mais devant la chapelle qui est Isidore Bakanja. Okay. Hein? Vous irez là-bas, je vais vous charger avec vous parce que moi, je ne peux pas me déplacer. Je vais charger ma femme qui va vous montrer. Il y a une stèle qui est là où Staline, avant de partir à pèlerinage en Arabie Saoudite, il avait donné des inscriptions à son neveu Rachid bin Mohamed pour qu'il puisse collaborer avec Staline. Mais le courant ne passait pas parce que l'arabe Rachid bin Mohamed voulait avoir le pouvoir de toute la ville, de toutes les parties ici de Kisangani sous son gouvernement, son administration. Vous voyez ça?
Et à ce moment-là, selon les récits me donnés par mon grand-père qui a vu pour la première fois la peau blanche lorsque Stalin était arrivé ici. C'était sa toute première fois de voir la peau blanche. Lorsque Rachid Ibn Mohamed ne voulait pas collaborer avec Stalin, il avait tout fait pour essayer de prendre Stalin en tenaille. Il a envoyé ses hommes en aval de Chite, il a envoyé d'autres hommes vers Yakoussoua, à 27 km ici, pour qu'on puisse venir prendre Stalin avec ces 14 personnes qui étaient restées fidèles avec lui, et pour le tuer. Alors, il y avait une fuite d'informations. Les notables Aignan ont appris ça, parce que Stalin vivait très bien avec les notables Aignan qui ont tout fait pour le faire fuir. Et mon grand-père Ndjaki était parmi les pagailleurs qui ont mis Stalin dans la pirogue et les cacher avec ses hommes, les amener jusqu'à Lokutu, à quelques kilomètres à face et à diagonale de Bassoko. C'est là où ils sont allés déposer Stalin. Mais comment cette source-là porte son nom? La source Stanley. Vous voyez, actuellement, Stalin est arrivé. Il avait son travail. Comme il était à très beau terme avec le notable Aignan. Vous voyez? Alors, il donnait des perles, il donnait des pagnes, il donnait beaucoup d'autres choses avec ces gens-là. Et alors, 3 notables Aignan ont assemblé des jeunes gens de 20 à 30 ans, les ont chargés pour aller laisser Stalin pour qu'ils puissent échapper à la mort préparée par Rachid Ibn Mohamed. Dès que cette information était arrivée aux oreilles de Rachid Ibn Mohamed, il est venu là où Stalin avait installé son bureau administratif, sa première station administrative. Ça se trouve à quelques 100 mètres de ma maison ici. Vous irez voir. Là, il a appelé tout le monde. Et alors, on a dénoncé que voilà, les notables Bonganda du village de Binambo-Lumbisa, le notable Imbele du village de Binasilekpe et le notable Ndjaki du village de Binakekese, là où il y a maintenant la famille royale, la famille régnate, ce sont eux qui ont organisé la fuite des Stalin. Et ces gens-là ont été pendus. Et les grands-pères aussi? Mon grand-père, non. Mon grand-père était seulement parmi les pagailleurs. Hein? Okay. Mais ils ont pris les responsables, les notables, les 3 notables qui ont réuni les gens pour faire fuir Stalin avec ses 14 hommes. Et alors, les 3 hommes c'était pendus à la place que je vous ai dit. Là, on a érigé une stèle maintenant, à quelques mètres de la maison ici. Vous voyez? Et alors, lorsque Stalin était venu, il n'était pas venu au service de sa nation, l'Angleterre. Stalin était venu au service du roi Léopold II. Et à partir de 1908, l'administration belge a commencé maintenant à installer des chefferies chez le Ouagagna. Alors, pour implanter ces chefferies, ce sont les familles de ces 3 notables qui devaient être à la tête de ces chefferies. C'est ainsi que, en 1908, Boumé, qu'on appelle Louao, a été installé comme premier chef de secteur de la chefferie Ouagagna. Après 50 ans, c'est-à-dire en 1958, 2 ans après l'indépendance, on pouvait maintenant faire la rotation pour dire que voilà, il y a Boumé, Ndjaki qui était mort, qui était assassiné
par Rachid bin Mohamedi, ça sera maintenant le tour de Bonganda d'accéder maintenant comme chef. Malheureusement, avec les péripéties de la scission du pays à l'indépendance, les Belges n'étaient plus tranquilles. Hein? Oui. Alors, à ce moment-là, ils voulaient des pays. Il y avait 3 administrateurs. Parce que notre territoire de Kisangani était composé de 3 chefferies. Chefferie Ouagenia, chefferie des Arabisés et chefferie de Bakoumou. Et qui était dirigé par 3 administrateurs. M. Dedave, docteur en droit, M. Émile Bastin, un anthropologue, et M. Beil, un ethnologue. Alors, ils ont voulu maintenant organiser, ils ont passé de maison par maison pour connaître dans cette famille qui était l'aîné, qui était le cadet. Vous voyez, ils ont fait ce travail. Malheureusement, ça n'a pas été fini avec la cession du pays à l'indépendance. Sorry. Wow. Mesdames et messieurs, la nuit est tombée sur nous, mais on vous dit que cette émission est tellement belle et nous vous promettons continuer de consulter notre bibliothèque vivante pour documenter l'histoire de la vie de Kisangani, en fait que les générations à venir, même les générations présentes, puissent avoir une source de consultance en permanence à chaque fois pour des mémoires, pour connaître un peu plus sur l'histoire des différentes tribus de la province de la Chopo. Il y a tellement de choses à parler. Mais avant de terminer cette première partie, Papa Albéric. Je suis à vous. Ok. Il y a des sites importants que vous pourriez nous parler. En bref, il y a les sites SGA et le site Ouagenia. On va terminer au niveau des sites Ouagenia parce que là, on reviendra chez vous. Oui, oui. On commence par SGA. Est-ce que vous connaissez quelque chose? Comment c'est parti pour que ce soit appelé rond-point SGA? Merci. Merci de la question. Je vais d'abord commencer par le site Ouagenia. Oui. Le site Ouagenia, c'est une site naturelle. Un site plus grand que la Chop. À peu près de même grandeur que Inga. Parce que j'ai visité à maintes reprises Inga. Site Ouagenia, c'est une site naturelle. Et la site Ouagenia, de tous les 2 côtés, a été habité par le Ouagenia. Et le Ouagenia avait l'air cintre. Les Ouageniens ne sont pas tombés du ciel. C'est comme aux États-Unis d'Amérique aujourd'hui. Ce sont les Américains qui sont là. Mais ils ne sont pas tous natifs des États-Unis. Il y a des Indiens. Oui. Il y a d'autres gens qui sont là. Immigration. Les Ouageniens sont venus de quelque part. Et principalement de la Zambie. Et si je vous dis ces détails, principalement de la Zambie, parce que lorsque j'étais secrétaire directeur à l'Université du Congo, nous avons reçu un professeur ordinaire de nationalité britannique, Ernie. Il était venu et il a trouvé des chercheurs hollandais ici, qui habitaient ici, qui étaient érigés leur maison dans ces quartiers. Ils étaient là pour la recherche de comment est-ce que le Ouagenia se marie, comment est-ce qu'on intronise les chefs chez le Ouagenia, comment est-ce que le Ouagenia vivent, quelles sont les sortes de pêche chez le Ouagenia. Alors, lorsque ce professeur Ernie de la nationalité britannique était arrivé au campus de l'Université du Congo, il a trouvé un chef de travaux, M. André Drogues. Et il a demandé à Drogues, vous faites vos recherches sur quoi? Il dit sur le Ouagenia. Okay. Et après leur entretien, il a trouvé des similitudes entre le Ouagenia
de Kisangani avec les Wagenya qui sont à Zambie. Et il a demandé à André Drogues, est-ce que vous n'avez pas un sujet à l'Université libre du Congo? Et alors, Drogues a dit que non, le secrétaire de notre recteur, c'est un sujet. Alors, ils ont demandé l'audience à M. Benjamin Hopgood. Et voilà, nous voulons avoir un entretien avec vous. Ils étaient arrivés. Alors, ils m'ont dit, comment est-ce que vous, les Wagenya, vous êtes venus ici? M'a dit, pas selon moi, mais selon mon grand-père. Il m'a dit que nous sommes venus de quelque part. Alors, de quelque part, vous êtes passés par où? Et nous sommes venus de quelque part, nous avons passé par Lubumbashi, et nous avons suivi le cours d'eau, l'eau, jusqu'à passer Kalemi, jusqu'à Kindu, Kindu jusqu'à Ubundu. Et nous nous sommes installés maintenant au Biatoko. Et ils étaient 3 fils. De la Sainte Mugenya. Alors, ces 3 fils étaient Nkulu wa Kanongo, était Mokonga, et puis Ntende. Les 2 aînés étaient toujours à la recherche des sites de pêche. Ils étaient arrivés jusqu'à Kisangani ici. L'un habitait l'île Maélé et l'autre l'île Ntundulundu. Et lorsque les cadets étaient restés, à Ubundu, Pontieville, à ce moment-là, il avait besoin de chercher ses grands frères. Et puis, il a commencé à descendre le fleuve, jusqu'à arriver au Chite, à Nava-du-Chite. Là, à Nava-du-Chite, il avait trouvé quelques bols qui étaient là. Et dans la forêt, il y avait des bakoum. Il a trouvé les bols qui étaient là. Leur chef s'appelait Yembo. Il a demandé à Yembo, est-ce que je peux faire la pêche ici? Yembo a dit, écoutez, pas de quoi vous pouvez. Et après, il a dit, pour être très bien avec ses chefs Wenya, Dieu vit, il est entouré, il a des femmes, il a aussi des filles ici. Je voudrais demander la main de l'une de ses filles. C'est déjà le mariage. Et puis, il a demandé à Yembo, vous avez des filles ici? Moi, je suis célibataire, je voulais avoir une fille. Il dit, écoutez, chez nous, pour se marier, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il dit, je suis prêt de le faire. Et Yembo a appelé ses filles. Il dit, voilà, mes filles. Faites votre choix. Faites votre choix ici. Et Yembo, son choix était tombé sur sa deuxième fille, à Songolia. Alors, le mariage a été compris. De ce mariage étaient sortis 5 garçons. Wow. Qui constituent maintenant les principaux clans de Wagenya. L'aîné était Mofeta. Mofeta qui constitue aujourd'hui la famille régnante. Le second était Ngembe, ça trouve à la rive gauche. Le troisième était Nsilonga. Vous dépassez le Chite ici, vous dépassez la paroisse, vous allez vers Kikongo là-bas, Nsilonga Sola. Le quatrième était Binamongula. Le cinquième était là où vous vous trouvez maintenant, les Sali, les cadets. Vous voyez? Oui. Et alors, lorsque Ntende était devenu vieux comme moi aujourd'hui, il a commencé à dire à ses enfants, je vois maintenant que je suis fatigué. Il faut que chacun de vous fasse quelque chose pour moi avant ma mort.
Il a commencé par son fils aîné. Mon fils aîné, faites quelque chose. Je vois que je n'ai plus la force, il doit mourir. Alors, son fils aîné a refusé de faire quelque chose. Lorsqu'il s'entretenait avec son fils aîné, il y a une coque qui pondait des œufs, était sortie de la maison. Et puis le père a dit, faites-moi, il y a une poule ici, demandez à votre femme d'égorger cette poule. Et la femme a dit que à Kigenya, si seulement pour manger ma poule qui a des œufs, votre père va mourir, je ne peux pas. Alors, il a laissé, il est allé voir son deuxième fils, celui-là a fait un menu copié. Troisième, la même chose. Quatrième, jusqu'au cinquième. Et alors, il a appelé ses deux frères, Nkulu Akatende, la chose na Mokonga. Il dit que voilà, j'ai demandé à mes enfants, j'ai demandé ceci à tel, mais l'aîné n'a rien fait pour moi. Maintenant, je vais faire la répartition de mes sites de pêche. Il a dit à l'aîné, vous restez l'aîné de la famille, vous resterez chef, mais vous n'aurez pas un site de pêche. Vous dépendrez d'une pêche spéciale. Vous allez vous plonger au fond du fleuve pour aller chercher les poissons là-bas. Là, il y a des crocodiles, là, il y a des hippopotames, là, il y a des poissons électriques. Si vous vous racontez avec ces trois espèces de choses, d'animaux, c'est au risque de votre vie. À cause de l'égoïsme? Avec de l'égoïsme. Mais à chacun de ses enfants, il a donné site de pêche, site de pêche. Et il dira encore à son fils aîné, écoutez, toutes vos cérémonies seront dérangées par la pluie. Si vous organisez une fête chez vous, il faut qu'il pleuve ces jours-là. Et nous vivons, jusqu'aujourd'hui, je vous dis. C'est vrai ça? Je vous dis que nous vivons, demandez à n'importe qui. Si l'aîné, où est son clan, le village de l'aîné, c'est où? Je vous dis, ils sont, si vous arrivez, je ne sais pas si vous avez déjà été à la paroisse Saint-Pierre, là au Chitouagenya, ils sont dans une île là. Et à chaque fois qu'il y a cérémonie là-bas? S'il y a une cérémonie, mariage, fête de circoncision, fête de quoi, il faut qu'il pleuve. Jusqu'à aujourd'hui, je vous dis ça. Chers followers de Blanche Info, vraiment l'histoire est belle. Vous avez remarqué, ça fait tellement du bien parler de belles choses sous les drapeaux de la République démocratique du Congo. Tout ça, c'est notre manière de vous souhaiter heureuse fête de l'indépendance, de vous souhaiter bonne fête de l'indépendance et de vous demander surtout qu'est-ce que vous faites pour votre famille pour qu'elle soit indépendante. Qu'est-ce que vous faites pour votre ville pour qu'elle puisse émerger. Qu'est-ce que vous faites pour la RDC, chers followers de Blanche Info? Avec notre vieux sage, Papa Albéric, l'État ne joue pas trop bien en notre faveur. Mais on vous promet. Bon, je pense que c'est Papa Albéric qui va faire une promesse. Est-ce que vous êtes prêts à revenir encore sur ce beau plateau de Blanche Info pour raconter des histoires à cette génération qui veut l'attendre? Je vous dis que je ne connais pas mes jours. Oui. Il vous appartient maintenant, comme la génération actuelle, de profiter peut-être, parce que demain n'appartient à personne, demain appartient à Dieu. Si vous tenez à venir, si vous voulez même dormir avec moi ici, vous allez dormir. Et moi, malgré mon âge, je vais vous détailler tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe encore jusqu'aujourd'hui, le malheur aujourd'hui, le Kourouna aujourd'hui. On ne connaissait pas la fête dans cette ville de Kisangani. Je vais vous parler de tout. Et je vous dis que, comme vous dites, vous êtes des employés, hein, vous devez respecter vos heures de travail. Je vous dis que je suis à votre entière disposition. Le jour, le moment où vous viendrez, vous me trouverez toujours ici, bien que moi, je ne vois pas.
J'étais à Kinshasa, j'étais aux soins, et puis je suis revenu. Actuellement, je deviens comme vous voyez, avant de quitter ma maison pour venir ici, vous m'avez tenu à main. Et cela ne peut pas m'empêcher d'enrichir l'histoire de ma ville, parce que je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai travaillé ici et je suis encore là un peu avec la force. J'ai la force physique, hein? J'ai la force. Très jeune physiquement. Ah non. Qui croirait que vous avez 89 ans d'âge? Voilà, je vous dis que je suis prêt à vous donner tous les détails que je connais. Ah oui. Malheureusement pour moi, j'ai une grande documentation. Mais on va l'exploiter. Bon, ce qu'on paye, je sais qu'on ne saura pas tout finir. On va essayer d'exploiter, avoir les nécessaires et garder ça, sauvegarder sur les réseaux sociaux. Ça va permettre aux autres également de consulter. Ainsi donc, je lance un appel à toute personne qui veut bien consulter Papa Albéric Kanga. Il est là pour nous recevoir, un homme très gentil avec son épouse très accueillante. Déjà, je vous annonce notre sujet à venir. On va parler du mariage avec Papa Albéric Kanga. Comment on peut maintenir les réunions? Je vous dis que franchement, je suis là bien accueilli. Jusqu'à cet âge, combien d'années de mariage? Oh là là, je vous dis que je m'étais marié à 58 et cette femme était décédée. Avec la première femme, j'ai eu des enfants. L'un d'eux est directeur, actuellement nous parlons, l'un de ces enfants est directeur provincial de la Renatelsat à la province de Bazuélé. Il s'appelle Kanga Philippe. Il est là. Il y a d'autres. Je vous dis, je suis maintenant à 4e génération. 4e génération. Parce que ma fille a mis au monde Zuena, qui est aujourd'hui au Canada. Zuena a mis au monde et le fils de Zuena, je suis maintenant 4e génération. Je vois maintenant, au moins nous parlons, petit-fils de ma petite fille se trouve actuellement au Canada. Wow, 4e génération. C'est vraiment une bénédiction. Et je vous dis que je ne serai pas fatigué de vous. Et lorsque je serai fatigué, je voudrais que ça reste dans la bibliothèque, soit de l'université, soit des journaux, soit des médias. Parce que lorsqu'on met sans laisser l'histoire, j'ai édité un livre de 376 pages. J'ai laissé à Kinshasa pour l'impression. Chez mon fils Kanga Freddy, qui était directeur général de RTGA. Il est à Kinshasa. Actuellement, il est secrétaire général du parti du professeur Jacques Bongeli. Il va imprimer ses livres et ça sera publié. Et à ce moment-là, peut-être si je suis encore à vie, si vous aurez l'occasion de passer par ici, lorsque ces livres seront prêts maintenant, je vais mettre à la disposition de tout le monde pour que l'histoire de Ouagagna puisse persister. D'accord. Merci beaucoup, Papa Albéric Kanga, de nous avoir ici. Chers followers, merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous sommes obligés d'arrêter cette émission par la force de l'air. On ne sait pas faire autre chose que nous séparer aujourd'hui. Sinon, c'était notre manière de vous souhaiter bonne fête de l'indépendance. On vous promet revenir chez Papa Kanga, le consulter. Mais en même temps, on invite les personnes de bonne foi, ceux qui veulent garder l'histoire de la province, l'histoire de la vie de Kisangani. Venez vous unir à nous pour qu'ensemble, nous puissions produire le meilleur, nous puissions émerger ensemble de la province de la Tchopo. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Derrière la caméra, c'était Eric Memba. Si vous avez reçu Papa Kanga aujourd'hui, si vous l'avez suivi, c'est grâce à la contribution de plusieurs personnes qui nous ont mis en contact avec lui. Et si nous remercions les directeurs de l'IBTP, le professeur Starmas et Bofoé, mais également nous remercions Annie Boïs pour tout. Moi, c'est Blanche Abossali. Restez branchés sur notre antenne, restez branchés sur les antennes de Canal Orient qui vous diffusent également cette émission. Écrivez-nous sur notre numéro WhatsApp affiché au bas de l'écran.
Proposez-nous des thèmes qu'ils font parler. Quelle est l'histoire que vous voulez connaître sur la ville de Kisangani qu'on n'a pas abordée ici? N'hésitez pas de nous écrire sur Blanche Info, Facebook, YouTube, TikTok. Nous serons là pour échanger avec vous. Au revoir dans nos prochaines éditions.